Chers abonnés de BNews, bonjour et bienvenue au programme Kaléidoscope 2022. Dans ce plateau spécial avec les acteurs de la décentralisation, nous passerons en revue les faits marquants de l'année qui s'achève. Au menu, les forces et faiblesses de la mise en œuvre de la réforme de l'administration territoriale en cours dans notre pays, le Bénin, la création prochaine d'une cour spéciale chargée de gérer les affaires foncières, les irrégularités observées dans les résultats des audits des lotissements au niveau des communes du Bénin, la réhabilitation des statuts de Tofa Ier et Toussaint Louverture et enfin les législatives de janvier 2023. Pour en parler, nous recevons en plateau Bienvenu Milourin, préfet du département du Mono. Monsieur le préfet, bonjour et merci d'honorer ce plateau. Bonjour monsieur le journaliste, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Avec vous, pour être reçu dans cette émission, nous avons le maire de la ville de Porte-Novo, Charlemagne Nyankoti. Monsieur le maire, merci de participer à ce plateau. Je vous en prie, tout le plaisir. Pour conduire cette émission, je serai avec mon confrère Barnabas Oroukouman. Cher confrère, rebonjour. Bonjour chers confrères et bonjour à nos invités. Bonjour. Merci de répondre présent à cet appel. Bonjour également aux internautes qui nous suivent. Alors monsieur le préfet, représentant du chef de l'État au niveau du département, représentant de tous les ministres, dites-nous quel est l'état de lieu de la décentralisation aujourd'hui au Bénin? Une question qui sort complètement du canevas que vous m'avez envoyé, mais qui me plaît quand même de rappeler. Parce qu'aujourd'hui, ce serait intéressant pour chaque acteur qui voit de loin ce qui se fait, de rester un peu dans les méandres pour mieux apprécier les efforts qui sont faits, surtout la quintessence de la réforme structurelle de l'administration de l'État. Alors nous sommes partis déjà depuis les années 90, où la Constitution a impulsé, d'accord, sinon qu'une décision a été prise à la Conférence nationale des forces vives pour décentraliser le pouvoir, certainement parce que nous voulons jeter le bébé dans l'eau des suites de tout ce que nous avons eu à traverser comme difficulté pendant les périodes révolutionnaires. Et donc l'option était faite donc de décentraliser le pouvoir, donc pour essayer de rapprocher un tant soit peu les sphères de prise de décision des populations. Le constat fondamental, c'est que toutes les politiques adressées aux collectivités à la base et qui sont conçues au sommet n'ont pas eu des réponses concluantes satisfaisant les attentes de ces populations. Il fallait donc associer ceux qui sont à même d'apporter des réponses à leurs préoccupations qu'ils vivent au quotidien pour qu'ils puissent eux-mêmes, par eux-mêmes, concevoir des politiques et des réponses à leurs préoccupations. Deuxième possibilité, deuxième motivation plutôt, c'est d'essayer un tant soit peu de diminuer l'ancrage de la centralisation du pouvoir au niveau de l'administration territoriale. Ceci donc donne naissance à de nouveaux acteurs qui, au niveau déconcentré, qui sont les préfets, qui sont désormais à charge de gérer la tutelle des collectivités territoriales décentralisées, qui seront les communes. Il faut noter que dans ça, il y a les communes qui sont dotées de la personnalité juridique et donc l'autonomie de gestion et donc l'autonomie de conduire librement leur devenir. Nous étions dans ça quand, au détour des réformes qui ont commencé depuis 2016, on a percé un gros abcès. Parce que le constat est que la politique a pris en otage cette essence qui fondait la décentralisation. De sorte que les maires, d'abord en tant qu'acteurs politiques, avaient plus l'écoute de leurs parrains politiques, avaient plus l'écoute de leur électorat et moins l'écoute des administrés qui sont réellement les populations pour lesquelles ils sont appelés à adresser des réponses. Deuxième chose, c'est des vagues de destitution successives des maires. Parce que le maire, à l'époque, il y avait même un slogan. Le premier agent était le premier ennemi du maire. Qu'ils vous souviennent. Et donc, il suffit que dans un conseil communal, un maire se retrouve en difficulté avec ses pairs, qu'on se retrouve dans une villa quelque part pour fomenter un coup et le lendemain, c'est ça destitution. Nous avons des communes qui, en moins de 5 ans, ont connu 3 maires, différents maires. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de politique pour conduire efficacement et répondre lorsqu'il n'y a pas la stabilité institutionnelle requise? Toutes choses donc qui ont poussé les acteurs et le chef d'État en premier à réfléchir pour essayer d'apporter des solutions définitives pour amener non seulement la stabilisation
et la stabilité au niveau de ces collectivités territoriales décentralisées, mais également et surtout libérer ces organes politiques et donner plus la chance à la technicité d'aller là. Et vous allez voir que cette réforme que nous implémentons depuis avril de cette année a prévu de nouveaux organes qui séparent définitivement les fonctions politiques et les fonctions techniques. Ainsi, nous avons un secrétaire exécutif qui a désormais la charge de conduire toute l'organisation technique de nos communes et qui donc a la charge de confectionner le projet de budget qui sera approuvé par la tutelle après adoption et validation de 2 organes. Nous avons également des organes politiques, le conseil communal et le conseil de supervision. Il me plaît ici de faire quand même une digression. Parce qu'au moment où on parlait vraiment de cette réforme, nous avions entendu quelque chose. Laissez-nous notre budget. Oui, il était important de le dire. Parce que c'est à croire qu'aujourd'hui, les maires et tous les élus n'ont plus rien à faire dans le budget, c'est faux. Au contraire, on en parlera. Porte-Nouveau qui est sur ce plateau. Oui, mais puisqu'on parle de l'état des lieux, oui. Il ne serait pas bien pour moi de faire un état des lieux aujourd'hui sans aborder ça. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si vous le demandez, j'espère qu'il va prendre la parole là-dessus, ils sont plus occupés qu'avant. Bien entendu, on l'a dégreffé, la charge qui concerne l'exécution du budget, mais il y a une nouvelle charge. La supervision de cette exécution leur est revenue. Les nouveaux organes, surtout les secrétaires exécutifs, ont l'obligation de rendre compte au conseil de supervision tous les mois. Et ce conseil a l'obligation donc d'adopter un rapport mensuel de SE et de s'assurer que ce que ce secrétaire exécutif fait reste en ligne de mire avec les orientations fixées par le conseil communal, mais également en ligne de mire avec les directives qui sont données par le conseil supérieur. Donc, de façon générale, je pense que c'est un assainissement progressif que nous observons au niveau de l'administration territoriale. Et dans 5 ans, dans 10 ans, tous ceux qui sont sceptiques à cette réforme et tous ceux qui encore ne sont pas rentrés dans l'intelligence de cette réforme pourront eux-mêmes se dédier et les temps me donnent raison. Monsieur le maire de Porte-Nouveau, Nyankoti Charlemagne, vous êtes en poste depuis 2020. Depuis 2022, le préfet l'évoquait, nous sommes rentrés dans une réforme de l'administration territoriale. Dites-nous concrètement ce qui a changé dans les habitudes au niveau de vos anciennes prérogatives. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je voudrais appuyer, avant de venir sur votre question, le préfet, pour dire que c'est vrai. Et il nous est très loisible de constater que pendant longtemps, ça fait depuis 2003, on est rentré dans la période de la décentralisation. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que véritablement la décentralisation a apporté en termes de développement, en termes d'impulsion à nos communes à la base. Et certainement, le diagnostic posé par le chef de l'État à sa prise de fonction en 2016, et qui finalement a donné ses résultats vers la fin de son premier quinquennat, c'est ce diagnostic qui l'a amené à amorcer cette réforme que nous avons. Et moi, avant de devenir maire en 2020, j'étais au conseil en 2015. Et je peux vous dire que c'est très facile d'observer que les décisions ne se prenaient pas avec autant de rigueur comme on le voit aujourd'hui au sommet de l'État. J'ai eu le temps de jouer le rôle de l'opposant et je sais tout ce qu'on a eu à dénoncer. Et si aujourd'hui, par exemple, le chef de l'État n'a pas pu publier, il nous l'a dit, les résultats des audits, certainement... Sur le FADEC notamment. Bon, sur le FADEC notamment, ça aurait conduit beaucoup de maires en prison. Mais il a jugé bon, au lieu d'aller dans cette ligne, de revoir quelles sont les causes. Parce que c'est pour ça le diagnostic a été posé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'à l'avenir, ce qu'on observe là, qu'on ne le constate plus. Et du coup, on a compris que la politique a pris le dessus, surtout au niveau de l'administration municipale ou communale. Et il suffit que vous observez une certaine pression des partenaires politiques et on lâche ce qu'on ne doit pas faire parce qu'on veut faire de la concession. On ne peut pas gouverner comme ça, on ne peut pas gérer comme ça. Donc, pour revenir à votre question, je peux vous dire aujourd'hui, les maires sont les plus heureux, même si, quelque part, ce n'est pas facile de l'accepter. Vous savez, personne ne veut perdre du pouvoir. Ah oui, personne. Le pouvoir d'ordonnateur est
c'est pas un petit pouvoir. Mais je l'ai déjà dit plus d'une fois, si c'est ça qui doit nous conduire en enfer, il vaut mieux nous en débarrasser. Parce que le chef de l'État nous a expliqué clairement qu'aujourd'hui, on a fait le constat que beaucoup de maires n'ont pas le background nécessaire en matière de gestion de finances publiques. Ils ont des cadres techniques, ils avaient des cadres techniques. Non, parce que vous savez, pour l'élection à la base, il y a la popularité du candidat. Si c'est quelqu'un qui vraiment se verse dans le social, si c'est quelqu'un qui vraiment est aimé, tel que je le disais tantôt, les gens n'hésitent pas à le porter. Mais pour être maire, ce n'est pas seulement une question de moyens, ce n'est pas une question d'affection sociale, mais c'est aussi une question de capacité. Parce que vous avez à conduire l'exécutif de l'administration communale. Vous avez affaire à des cadres, il ne faut pas que vous soyez une caisse de résonance, il ne faut pas que vous soyez là, ce qu'on vous dit, que vous, c'est fini, il faut vous orienter dedans. Donc du coup, très peu de maires ont cette capacité. Mais malheureusement, on a constaté que pendant longtemps, les maires sont élus, mais ne disposent pas forcément de tout ce potentiel. Aujourd'hui, quand nous prenons la gestion telle qu'elle se fait, le gouvernement a décidé, au travers de la réforme, de mettre à la disposition des communes des techniciens. Je peux vous dire que beaucoup de communes ne disposaient pas des moyens pour se donner des cadres compétents. Beaucoup de communes ont des cadres de niveau BPC, peut-être au plus c'est bac. Donc le personnel dont vous avez hérité n'était pas à la hauteur de la tâche. N'était pas à la hauteur des attentes et aussi des défis qui nous attendaient. Quand je prends des villes, des grandes villes comme Cotonou, Porto Novo, c'est vrai, avec l'appui de certains partenaires, on avait procédé à des recrutements des cadres d'un certain niveau. Mais pour beaucoup de communes, même les DST, les directeurs de services ou les chefs de services techniques, il y a des communes qui n'avaient pas de cadres compétents à ces postes-là. Mais aujourd'hui, le diagnostic posé a révélé qu'il y a ce déficit qu'il fallait corriger. C'est une faiblesse, une forte faiblesse parce qu'il y a de ressources que d'hommes. On ne peut pas faire le développement sans les hommes. Et il faut des hommes compétents, des hommes capables d'accompagner des élus que nous sommes. Première chose, on dit, on met des cadres techniques compétents à votre disposition. On va séparer les fonctions. Vous êtes des politiques. Moi, je peux vous dire, aujourd'hui, je dors mieux qu'hier. Quand j'ai des sessions, j'ai fait ma session budgétaire il y a quelques semaines. Pourquoi vous dormez mieux? Mais je ne me suis pas donné de soucis. Parce que le budget, c'est vrai, techniquement, ça sera préparé par la SE. Moi, j'ai une femme. La SE, on n'a que des orientations à donner. Et c'est au regard des orientations que le conseil de supervision donne. En fonction de tout ce qui est retenu déjà au niveau du plan de développement communal ou municipal, et des besoins auxquels nous sommes confrontés et qui peut-être n'ont pas été pris en compte au moment de l'élaboration du plan de développement, nous donnons des orientations. Le préfet parlait tout à l'heure de suivi. Comment vous faites le suivi au niveau du conseil d'orientation? C'est ça, je vous dis. Parce qu'il y a un rapport que la secrétaire exécutive ou le secrétaire exécutif doit produire chaque mois et par rapport auquel nous allons réagir. Mais moi, je dis, quand je reviens à ma préoccupation, quand je prends mon conseil de la dernière fois, je peux vous dire, lorsqu'on a donné des orientations, il y a des exercices qu'on ne faisait pas. Lesquels, par exemple? Il y a des exercices, je suis sur ça. La SE, d'abord, nous avons procédé, et dans un premier temps, à l'exercice de, comment on l'appelle, puisqu'on n'y est pas habitué, avec le directeur de la planification et du développement local au niveau de l'élaboration, on a procédé à l'élaboration du document d'orientation budgétaire. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Au fait, c'est un exercice qu'on ne faisait pas. Et c'est au cours de cet exercice que nous avons fait part de notre orientation budgétaire à la SE. Et aussi de nos attentes pour l'année à venir. Et par rapport à ça, avec les cadres, ils sont allés pour concevoir le projet de budget. Mais lorsque ça a été fait, ça a été soumis au conseil de supervision qui s'est prononcé parce que à ce niveau, c'est le conseil de supervision qui fait le gros travail.
les débats ont été menés et on a amené ça au niveau du conseil communal. Mais j'avoue qu'il y avait trop peu de réactions. Mais le maire, vous savez, avant, des élus ils vous disent, on ne va pas voter le budget. Et ça fait combien de milliards? Et vous êtes obligé de, c'est le maire les recevoir. Ça fait 10%. On fait le calcul, on dit 10% de ce budget, c'est comme si... Ça doit rentrer dans sa poche. Et, ou bien... Donc, du coup, et vous entretenez votre majorité, paraît-il. Bon, moi, je ne l'ai pas fait. Moi, je ne l'ai pas fait, mais il paraîtrait que ça se faisait. Mais aujourd'hui, je suis très à l'aise. Parce que quand on est venu, la SE a planché, nous l'avons accompagné. On sait que c'est l'ordonnateur du budget. Alors, mais ça nous libère en tant que politique. D'accord. Aujourd'hui, je dors tranquille parce que je sais qu'au terme de mon mandat, c'est vrai, on peut nous trouver des fautes, mais ce ne seraient pas des fautes de gestion par rapport aux ressources financières. D'accord. Alors, monsieur le préfet, à entendre parler, monsieur le maire, c'est que cette réforme est venue vraiment changer la dynamique au niveau de la décentralisation. C'est à croire que désormais, tout est rose au niveau de nos communes. Vous qui êtes à un niveau de supervision, si on peut le dire ainsi, est-ce qu'il n'y a pas toujours des faiblesses à cette réforme qui structure la décentralisation? Ou bien tout est rose parce qu'aujourd'hui les maires dorment mieux qu'hier, il y a des techniciens, des cadres dans les communes, la réforme est parfaite, il n'y a pas de faiblesse? Merci monsieur le journaliste pour cette question, mais je pense que c'est une question qui vient trop tôt. D'accord. J'estime que pour expérimenter une politique, procéder à une évaluation pour en tirer les conclusions conséquentes, il faut du temps. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des... Néanmoins, on peut opiner sur le sujet sans un parti pris. Déjà, un acteur en témoigne qu'il dort mieux. Oui. Et je crois que c'est fondamentalement un acquis que désormais, nous laisserons les techniciens faire tout ce qui est technique dans nos communes et donc proposer des réponses qui s'alignent sur les ambitions de développement du conseil communal. Désormais, la politique animée par une vision, déclinée en orientation, qui est versée aux techniciens qui élaborent. Comme le dit le maire, la plupart de nos communes, je dirais, et puis je peux prendre le risque, à 90%, n'ont pas 5 bac plus 5 dans leur administration. Il n'y en a pas. Hormis les communes à statut particulier. Et peut-être certaines communes à statut intermédiaire. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Et quand je dis très peu, c'est insignifiant. Je peux prendre celui parce que j'ai été quand même dans le ministère de la Décentralisation, j'ai participé à plusieurs missions. Et donc pour dire qu'aujourd'hui, toutes les communes disposent tout au moins de 5 cadres bac plus 5. C'est-à-dire sur chaque secteur. Oui. Et mieux, la réforme ira plus loin pour doter les arrondissements de secrétaires d'arrondissement de niveau bac plus 3. C'est pour dire que c'est trop tôt pour procéder à une évaluation. Mais aujourd'hui, ce qui est à saluer, c'est d'abord l'adhésion des acteurs qui hier étaient réticents, comme le disait le maire, parce qu'ils semblaient perdre une parcelle de leur pouvoir, notamment le pouvoir d'ordonnateur de budget, qui était l'une des grandes motivations pour lesquelles tout le monde voulait être maire, il faut le dire. Mais aujourd'hui, et ce que le maire n'a pas dit, c'est qu'ils vivent mieux. Ils sont très bien payés à la charge de l'État. Ils sont nantis en termes de dotation de véhicules. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, non seulement l'État leur dit, faites la politique, mais on leur donne les moyens même d'être des acteurs politiques conséquents. Monsieur le préfet, c'est important. Je voudrais réagir. C'est important de le dire. C'est exposé. Vous savez, et les réalités auxquelles sont confrontés, par exemple, un élu local, un maire, ce n'est pas les mêmes réalités qu'un préfet. Je suis absolument d'accord. Vous êtes très sollicité, vous voulez dire? Oui. Et à vouloir dire qu'on est trop aisé, ne pas réagir. Ne pas avoir une réaction. Vous ne voulez pas avoir la population... Ne pas avoir une réaction. Non, laissez-moi le dédier alors. Je vais le dire. Alors, ce n'est pas... Non, lorsque je dis l'aisance, ce n'est pas en termes financiers. Voilà. Non, ce n'est pas du tout l'aisance financière. Comme vous le dites, le fait de se reposer, de bien dormir, de vider tout ce qui est technique sur les techniciens. D'abord, lorsque vous venez dans son bureau désormais, il s'occupe moins à gérer les problèmes techniques. Ça lui fait déjà un apport psychologique qui nous permet d'apporter des réponses concrètes en termes de politique.
Donc, l'aisance dont je parle, moi, je ne raisonne pas en termes de pécule. Donc, si c'est ça, ce n'est pas du tout le cas. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons constaté, vous le dites que c'est peut-être tôt d'évaluer, mais nous constatons déjà beaucoup de choses en termes de cette réforme. On ne va pas revenir sur le processus qui a conduit à la désignation des secrétaires exécutifs et des autres cadres, mais dans la pratique, nous avons déjà observé des conflits entre les maires et le SE, des conflits qui ont même conduit dans d'autres communes à limoger les secrétaires exécutifs, des secrétaires exécutifs. Parfois, des préfets sont descendus, par exemple, dans l'Atlantique pour aller... Voilà. Est-ce que ce ne sont pas des faiblesses? Voilà. Est-ce que ce ne sont pas des faiblesses? Aujourd'hui, est-ce que tous les tests d'application sont aussi pris? Alors, je veux parler de mon département. Puisque là, vous êtes dans du concret, je parlerai de ce que je connais. D'accord. Lorsque vous venez dans le département de Mono, vous n'enregistrez jamais un conflit entre les deux acteurs, c'est-à-dire le maire et le secrétaire exécutif. Il n'y en a pas chez moi. De toutes les communes du Mono? Dans toutes les communes du Mono. Parce que d'abord, avant même la prise de fonction de ces secrétaires exécutifs, nous avons eu à conduire un processus avec tous les acteurs pour situer les responsabilités et fixer les limites de compétences de chaque acteur. Parce que lorsque ce préalable n'est pas fait, tout le monde était conditionné que les SE viennent en tant que des rivaux, leur arracher le pouvoir. Et donc, moi, en tant que commandant de territoire, j'ai fait de l'anticipation pour aller avec les tests, rencontrer chaque acteur et leur dire, voilà ce que les tests disent. Par rapport à ça, sur certaines compétences, le SE a un rapport même hiérarchique avec vous, pour toutes les compétences qui relèvent du maire. À partir de là, on ne peut pas dire qu'il devient le patron. Pour certaines compétences, le SE a un rapport fonctionnel avec vous. Alors, lorsque cette clarification est faite, lorsque j'ai installé le secrétaire exécutif, le même exercice a été fait. Les deux missions d'assistance conseil que j'ai conduit, c'est les rôles et responsabilités de chaque acteur à l'aune de la réforme structurelle de l'administration d'État. Lorsque vous faites cet exercice, j'estime que lorsque l'autorité de l'État est affirmée, il ne devrait pas avoir. Donc ces acteurs où il y a conflit, soit ils ont fait preuve de mauvaise foi, soit alors ils n'ont rien compris à cette réforme avant d'être installés. Et j'estime que c'est un travail à faire d'abord à l'échelle nationale, mais sur le long terme. Mais c'est un travail permanent, comme le dit, lorsque quelqu'un a une parcelle de pouvoir, il veut en avoir en plus. Lorsque quelqu'un a une parcelle de pouvoir, il ne veut pas en céder. Donc, c'est un travail quotidien qu'il faut mener pour que tous les acteurs, parce que la réussite de cette réforme, qu'on le veuille ou non, dépendra de l'intime collaboration à faire entre ces organes, et à la fois politique et technique. Et je voudrais dire par exemple chez moi, lorsque vous prenez la question de la mobilisation des ressources propres, qui reste pour moi comme un indicateur majeur, le tout premier qui doit crédibiliser cette réforme, c'est d'abord une mission des élus. Ce sont ces élus qui connaissent les populations, leur mentalité. Ce sont ces élus qui ont couvert leurs militants, les ont protégés pour qu'ils ne payent pas ce qu'ils doivent payer. C'est donc à ces mêmes acteurs d'aller leur dire, désormais, madame, je n'ai plus comme fonction la mobilisation des ressources. C'est le secrétaire exécutif. Si vous demandez de vous réhabiliter des infrastructures, de vous construire des écoles, des hôpitaux, vous devez donc pouvoir accepter de contribuer. Et c'est pour ça qu'on dit, nous devons passer d'une république de droit à une république de droit et de devoir. C'est important. Merci, monsieur le préfet. Vous nous permettez d'embrayer sur la deuxième thématique de cette émission qui concerne justement la sécurisation foncière au niveau des communes, parce qu'on ne peut pas faire du développement sans avoir de terres disponibles. Et justement, à ce niveau, le tableau est très sombre. Les audits ont révélé des irrégularités. Est-ce que vous ne craignez pas pour beaucoup de vos sympathisants, militants, courtisans et même membres des conseils communaux? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant d'aborder la question, je voudrais revenir un peu sur la question qu'on a posée au préfet pour dire que au niveau des communes, aujourd'hui, vous avez évoqué la question de savoir s'il n'y a pas quand même quelques conflits, des faiblesses qu'on a observées. On est en plein rodage, vous le savez très bien. Et en plein rodage, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une parfaite harmonie à tous les niveaux. Et il y en a qui vont se perdre d'abord avant de se retrouver. Et aussi, il faut reconnaître que la cellule en charge de la gestion des communes au niveau de la présidence fait un suivi. Et c'est à ce titre que
Si vous avez constaté que des SE ont été enlevés, bien sûr qu'il y a des choses qu'on leur reproche. Absolument. Et c'est au regard de la gravité de ce qu'on leur reproche qu'ils ont été enlevés. Parfois, l'enquête de moralité n'est pas Parfois, favorable. l'enquête de moralité n'est pas aussi concluante. Mais, tout compte fait, il faut reconnaître que c'est déjà un mérite de faire ce pas. De faire ce pas, d'aller vers cette réforme qui aujourd'hui situe les responsabilités et permet à chaque acteur de savoir à quoi s'attendre. Mais, toujours est-il qu'au-delà de tout, cohabiter ensemble, cela demande un peu de concession, un peu de sacrifice. Hein, et chacun doit se surpasser pour vraiment permettre à ce que l'objectif... Il a fuité dans la presse qu'avec votre SE, il y a des problèmes. Est-ce que c'est réel? Oh non, mais écoutez, ça ne manque pas. C'est justement pour ça que je suis revenu là-dessus. Okay. Il y a l'harmonie depuis. Il y a fuité qu'il y a eu problème, mais certainement, si vous avez bien suivi, vous allez constater que c'était une erreur et que c'est revenu à la normale. Okay. Donc, ce qui voudrait dire que c'est corrigé. Le rodage est bien fait maintenant. De toutes les façons, je l'ai dit, on est en plein rodage. Et pour revenir à votre question, vous savez, le résultat auquel nous aboutissons, ou bien le constat que nous faisons aujourd'hui, est la conséquence de la manière dont le foncier a été géré dans notre pays depuis des années, depuis des décennies. C'est regrettable. Moi, personnellement, en tant que maire de la ville de Porto-Novo, capitale du Bénin, je peux vous dire, d'abord au regard de la taille de ma commune, ce n'est pas digne d'une capitale. Mais ça se comprend. Mais quand on revient un peu sur ce qui concerne la gestion du foncier, vous constatez, je vous donne juste un exemple. Juste un exemple. Il y a une résidence qu'on appelle à Porto-Novo la résidence Les Palmiers. C'est la zone la mieux lotie de la ville et pourquoi pas, je peux même dire de tout le Bénin, si on fait les assainissements nécessaires. C'est la zone dans laquelle se trouvent aujourd'hui les meilleures résidences de la ville de Porto-Novo. Mais voilà une résidence où on a fait le lotissement avec un coefficient, un taux de réduction de 60% sur plus de 700 hectares. Mais on peut dénombrer à peine les infrastructures qu'on a eues sur cet ensemble-là. On a juste un marché qui fait à peine 5000 mètres carrés. On a une école, 2 écoles primaires, l'école primaire d'Akonawa et l'école primaire de Danto. Les deux réunis feront à peine 1,5 hectare. Et on a le cimetière de Danto qui fait environ une vingtaine d'hectares. Il n'y a plus de réserve. La majeure partie des parcelles ont été vendues par les préfets. Je ne le dis pas... Pas les anciens préfets. Pas les anciens préfets. Pas les anciens préfets. Mais écoutez, quand on le dit, je ne dis pas qu'ils ont fait ces sessions sans raison, mais il n'y avait pas un contrôle. Il n'y avait pas d'objectivité. Pour certains, vous voyez des domaines, on octroie des amis, on signe juste l'arrêté. Il y a d'autres, on octroie, la personne va payer une partie, on ne sait pas. Donc, il y a eu tout un désordre. Est-ce que tu as dit qu'à Porto-Novo, les élus locaux n'ont pas conduit le processus de lotissement puisque vous évoquez... Non, ça dépend des périodes. Parce que c'est à partir de avant 2003. C'est à partir de 2003 que cette compétence a été transférée. Mais je vous demandais réellement si vous ne craignez pas pour les acteurs municipaux de Porto-Novo, parce que généralement, quand on parle du lotissement, c'est eux qu'on voit. Non, vous savez, Porto-Novo a eu la chance de connaître beaucoup de lotissements avant la décentralisation. Il y en a eu très peu après la décentralisation. Au cours de la période de la décentralisation. Mais je ne peux pas me porter garant de comment ils ont géré. Souffrez que j'insiste là-dessus. Pour ce qui me concerne, et pour ce qui concerne ma mandature, je peux dire qu'on est resté un peu, en tout cas, en marge. Un peu en marge. Alors, et c'est salutaire la décision que le gouvernement est en train de prendre aujourd'hui. Parce que si nous prenons Porto-Novo, il y a des projets qui arrivent, on n'arrive pas à trouver de domaine. Mais on est convaincu de ce qu'il y a trop de fautes dans ce sens. Donc, nous gardons l'espoir qu'avec ce nouveau tribunal, puisque la terre n'est pas élastique, des dossiers vont sortir à nouveau et on verra comment est-ce qu'il faut gérer. De toutes les façons, c'est déjà salutaire cette initiative que nous devrions soutenir, accompagner. Monsieur Oro, nous sommes pratiquement à la fin de ce plateau. Je vous permets d'embrayer sur les dernières questions pour qu'on conclue.
Alors, Monsieur le Préfet, les législatives de 2023 s'annoncent. C'est vrai que votre département est plutôt en marge des échauffourées qu'on a connues par le passé. Vous n'êtes peut-être pas inquiet de... Alors, quelles sont les dispositions qui sont prises en termes de sensibilisation? Vous avez fait votre tournée statutaire, je crois. Qu'est-ce qui a été le mot d'ordre pour que nous assistions à une fête électorale? Alors, je voudrais vous corriger. Nulle part, il y a l'insécurité zéro. Donc, c'est un travail quotidien. Et lorsqu'il y a insécurité dans un département, vous devez craindre pour votre département. Donc, lorsque le feu prend, quelque part, on ne sait pas là où ça va embraser. Donc, c'est pour vous dire que la question de la recherche, de la pacification du territoire est un enjeu collectif de tous les préfets et de tout le gouvernement tout entier. Ceci dit, je voudrais dire que, encore une fois, il faudrait anticiper. Et en marge de ma tournée statutaire, j'ai entamé d'abord des rencontres avec les dignitaires et têtes couronnées et les chefs religieux pour les inviter à nous accompagner dans l'éducation et la sensibilisation. Parce que parfois, nos politiques, vous n'êtes pas sans savoir que le département de Mouno, vous avez reçu les FCB ici, le département de Mouno est le département d'origine du président du FCB. Donc, le dit que c'est pas facile en tout cas. Donc, nous les envoie amener pour quand même que nous accompagner, à surtout discipliner tous les acteurs politiques, d'abord au niveau des discours. Nous allons attacher du prix à tous les discours qui vont animer ces campagnes. Parce que tout part de là. Lorsqu'il y a des discours qui échappent, d'accord, au couloir fixé par les règles qui doivent dicter en matière de campagne électorale, il faudrait tout de suite rappeler les acteurs. Et je crois que déjà la semaine prochaine, personnellement, avec tout le commandement du MONO, nous ferons également le tour des états-majors de tous les partis politiques pour nous entendre et nous accorder sur le minimum à garantir pour ne pas sombrer. Mais j'estime, et c'est déjà intéressant, qu'aujourd'hui, ce soit une élection où tous ceux qui, hier, n'y étaient pas, y vont. Ça nous permettra également d'apprécier, d'accord, la capacité de chacun, de chaque formation politique, mais également de juger de la crédibilité des discours qui nous étaient servis hier quand les uns et les autres n'y étaient pas. Donc, je crois que tout ceci dit, nous restons sereins et je crois que ce sera une très belle fête. Je reste très optimiste et je crois que nous discutons entre préfets, nous échangeons au quotidien sur la situation, le maillage du territoire en matière de sécurité. Tout ira bien et la fête sera belle. Nous l'espérons. La ville de Porto-Novo est disciplinée, on l'a remarqué lors des dernières élections. Quelles sont vos attentes, monsieur le maire de Porto-Novo, par rapport, on va dire, à la prochaine législature et votre mot de fin? Merci beaucoup et je crois que le préfet a tout dit. Et il faut reconnaître que souvent, on le répète, la paix, c'est un comportement. Et nous allons beaucoup plus travailler pour que vraiment les propos qui seront tenus soient des propos qui n'affectent pas pour autant notre En tant qu'acteur politique, est-ce que vous ne craignez pas de n'être pas être entendu? Non, non. Et vous savez, le premier élément qui nous garantit déjà une certaine stabilité, une certaine paix, c'est l'inclusion de tous les partis politiques. Le fait que tous les partis politiques participent à l'élection, c'est déjà un élément majeur pour garantir l'apaisement. Pour l'apaisement. La deuxième chose, c'est que nous allons juste inviter tous ceux qui sont impliqués dans les élections, à savoir la Sénat et consorts, à faire en sorte que la crédibilité recherchée par les uns et les autres ne souffre aucunement à un niveau. Donc, ceci dit, moi, en tant que maire de la ville de Porto-Novo, vous savez, qu'est-ce que je peux souhaiter? Ce n'est que la paix. Travailler avec surtout les têtes couronnées, les forces vives, les acteurs des partis, pour que vraiment, quand on parle de fête, qu'on sache que véritablement c'est une fête. C'est vrai que certains auraient souhaité en son temps gagner, sortir vainqueur, mais les résultats viendront pour révéler à chacun sa force sur le terrain, ce qu'il a pu apporter au cours de ces élections. Moi, je souhaite vraiment que le Bénin garde toujours ce flambeau de la démocratie qu'on lui reconnaît. C'est vrai, pour certains, on peut vouloir nous traiter de tout.
Mais pour ceux-là qui viennent au Bénin, qui observent, qui vivent un peu la réalité, ils sont conscients que nous sommes en train de progresser. Nous avons fait, disons, un pas de géant en très peu de temps. Ayons le courage de le dire. On ne peut même rien faire dans le désordre. On a constaté que entre les années antérieures et le régime que nous vivons actuellement, la discipline, la crainte, mais le Béninois, il a changé. Il est plus ordonné. Il a changé. Donc moi, je crois que Dieu va nous aider, comme il a toujours fait jusque-là, pour que nous ayons des élections apaisées. Monsieur le Préfet, nous sommes au terme de cette émission. Votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, d'abord, c'est de remercier le gouvernement pour tous les efforts consentis jusque-là, même si par endroits, il reste encore des insatisfactions. Nous avons tous suivi le discours du chef de l'État hier et j'y ai noté une certaine sincérité. Et c'est à ça que je voulais appeler tous les acteurs, de quelque bord que ce soit. Restons sincères envers ce peuple qui a besoin de la vérité, mais également qui a besoin de lumière. Et donc, puisque nous allons aux élections, que ces élections soient pour nous le tremplin de nous dire des vérités, mais en restant conséquents. Parce que ce ne serait pas le lieu de verser encore dans des flagolleries, des discours dithyrambiques, juste pour tirer le drap de son côté, mais le lieu que chaque acteur puisse quand même reconnaître les efforts qui sont faits et que ce soit plus des débats d'idées que des querelles de personnes. Merci. Merci. Nous sommes au terme de ce plateau. Nous recevions pour vous le préfet du département du Mono, Milorin, bienvenue. Merci d'avoir participé à cette émission, mais aussi le maire de la ville de Porte-Novo, M. Charlemagne Yankouti. J'étais à la présentation avec mon confrère, bien sûr, Barnabas Oro-Kouman. Merci. Merci beaucoup, Président. On va se donner rendez-vous certainement à l'année prochaine pour une autre édition, plateau décentralisation de Kaléidoscope. Ce sera certainement en 2023.